Le développement durable, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un développement d'un nouveau type qui a pour objectif d'être efficace sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan de l'équité sociale. Le développement durable se distingue donc nettement du développement que les sociétés industrielles ont connu depuis le milieu du XIXe siècle et que, pour la clarté du propos, nous appellerons le développement classique. Il avait, lui, pour objectif essentiel la seule performance économique. Comment en est-on arrivé à avoir besoin de ce nouveau type de développement? Depuis près de 2 siècles, l'amélioration des conditions de vie due au progrès des sciences et des techniques a entraîné dans le monde entier une explosion démographique. Conséquence de cette explosion démographique, l'exploitation des ressources naturelles n'a cessé de croître. Le charbon, le pétrole, le gaz, le bois ou encore les poissons sont consommés à tout va. Mais, pendant longtemps, personne n'a imaginé que l'on allait un jour atteindre les limites de ces ressources naturelles. On considère que les réserves sont immenses. On pense que la régénération de la nature, des forêts, des océans est plus rapide que les prélèvements que les hommes y font. Parallèlement à cette consommation effrénée, les rejets polluants dans l'environnement augmentent fortement, comme par exemple ceux du dioxyde de carbone. Mais on considère que la nature a le pouvoir d'absorber indéfiniment ces pollutions. L'idée qui prévaut est que la science trouvera bien le moyen de corriger les conséquences les plus néfastes du progrès. Enfin, on pense que ce développement classique va mécaniquement permettre le développement des pays les plus pauvres. C'est à partir des années 70 que l'on commence à changer d'avis. Et cela pour 3 raisons. Premièrement, on constate l'ampleur et la diversité des désordres environnementaux causés par les activités humaines. Les pluies acides, la déforestation, le trou dans la couche d'ozone, le réchauffement climatique, les effets néfastes des pollutions diffuses et des catastrophes industrielles. Deuxièmement, on met aussi le développement classique en question parce qu'on prend conscience des limites des ressources naturelles. Début de la crise de l'énergie dans les années 70, épuisement et renchérissement des matières premières, nécessité d'un moratoire sur certaines formes de pêche, atteinte à la biodiversité. Troisièmement, enfin, on observe que, contrairement à ce qu'on avait cru, l'écart entre pays riches et pays pauvres ne cesse de se creuser. Devant cet échec du développement dit classique, la communauté internationale formalise en 1987 le concept du développement durable. Il s'agit d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins. Se développer durablement, c'est donc améliorer les conditions d'existence des communautés humaines tout en restant dans les limites de la capacité des écosystèmes à fournir des ressources et à supporter les effets négatifs des pollutions. Comment faire pour passer du développement classique au développement durable? Pour prendre la mesure du chemin à parcourir entre ces 2 types de développement, on peut utiliser 2 outils méthodologiques, l'indice de développement humain et l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est la surface du territoire nécessaire à une population pour qu'elle puisse maintenir son niveau de vie. Cette surface doit être assez grande pour que la population puisse y trouver toutes les ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins et assez grande aussi pour absorber les déchets rejetés par la population. Voici l'empreinte écologique d'un Américain du Nord. Il lui faut 11 hectares. À un Européen de l'Ouest, il faut 7 hectares. À un Africain, il faut 1,2 hectare. L'empreinte écologique moyenne dans le monde
est aujourd'hui de 2,9 hectares par habitant. Or, la surface bioproductive disponible dans le monde entier n'est en réalité que d'1,9 hectare par habitant. Il faut donc abaisser l'empreinte écologique au niveau de la surface bioproductive disponible, soit 1,9 hectare par habitant. Le second outil pour apprécier le chemin permettant d'aller du développement classique au développement durable est l'indice de développement humain. Naguère, on mesurait le développement par le seul produit intérieur brut par habitant. Maintenant, on considère que se développer, c'est aussi vivre plus longtemps et atteindre un bon niveau d'éducation. Pour caractériser le développement durable, on ajoute donc au PIB par habitant d'autres critères: la longévité des populations, le taux d'alphabétisation et de scolarisation. Voici les pays à indice de développement humain élevé, c'est-à-dire supérieur à 0,8. Voici les pays à indice moyen, compris entre 0,5 et 0,8. Voici enfin les pays à indice bas, inférieur à 0,5. L'objectif des Nations Unies est d'amener les pays à indice faible ou moyen à un niveau supérieur à 0,8. En reportant ces données sur un même graphique, on peut représenter le monde du développement durable. En abscisse, voici l'empreinte écologique. Le niveau moyen à atteindre est de 1,9 hectare. En ordonnée, voici l'indice de développement humain. Le niveau souhaité est de 0,8. Ces niveaux déterminent la zone du développement durable. Où se trouvent aujourd'hui les grands pays? Les États-Unis sont ici, l'Europe ici aussi, les pays émergents là, et les pays en voie de développement d'Afrique et d'Asie là-bas. Pour atteindre l'objectif du développement durable, voici le chemin que doivent parcourir les États-Unis et l'Europe. Ces deux ensembles doivent fortement diminuer leur empreinte écologique tout en maintenant leur niveau de développement humain. Voici le chemin que doivent parcourir les pays émergents. Et voici le chemin que doivent parcourir les pays en voie de développement. Ils doivent fortement augmenter leur développement humain sans trop augmenter leur empreinte écologique. Pour favoriser le passage au développement durable, la communauté internationale a établi un programme général appelé l'Agenda 21. Il a été adopté par près de 180 pays. Ce programme détaille les actions à entreprendre par les pays et les collectivités. Pour une entreprise, la mise en œuvre du développement durable est une démarche qui concerne tout à la fois ce qui rentre dans l'entreprise, l'énergie, les matières premières, ce qui se passe dans l'entreprise, sa politique sociale, ses procédés de production, sa maîtrise des risques industriels. Il lui faut constamment rechercher les procédés de fabrication les plus sûrs, les moins polluants, les plus économes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles. La mise en œuvre du développement durable concerne aussi ce qui sort de l'entreprise. D'abord les produits et ensuite les rejets. Il faut contrôler leur impact sur l'environnement. Enfin, les informations que l'entreprise diffuse sur ses activités et dont il faut s'assurer de la qualité. Pour s'engager dans la voie du développement durable, les entreprises disposent d'outils méthodologiques tels que les normes ISO 9001 ou ISO 14001, le guide SD 21000 et les systèmes de management intégrés. Pour une collectivité locale, le passage au développement durable la concerne en sa qualité de gestionnaire d'un territoire. Le passage s'effectue en mettant en œuvre des programmes d'action appelés Agenda 21 locaux. Par exemple, les collectivités locales doivent organiser leur développement urbain pour éviter l'étalement anarchique des villes et le gâchis des espaces naturels et agricoles.
Il faut rendre plus accessibles les principaux services pour diminuer les déplacements quotidiens de la population. Il faut construire des bâtiments de haute qualité environnementale qui permettent d'économiser l'énergie tout en utilisant des matériaux sains et provenant de ressources renouvelables comme le bois. Pour maîtriser les risques industriels et les pollutions, il faut encourager l'implantation d'entreprises respectant les normes environnementales et utilisant des procédés de production sûrs et propres. Il faut réduire la marginalisation des quartiers urbains les plus pauvres, où se conjuguent souvent inégalité sociale et inégalité écologique. Enfin, une grande place doit être donnée à l'information des citoyens pour les encourager à réaliser des éco-gestes visant à diminuer leur empreinte écologique individuelle. Par exemple, mettre en œuvre le tri sélectif de ces déchets, économiser l'énergie, utiliser des produits NF Environnement et choisir autant que possible les transports en commun pour ces déplacements. Pour assurer le succès de ces démarches, les collectivités locales doivent utiliser tous les principes de la gestion participative et notamment la concertation. Elles doivent mettre en place des indicateurs permettant aux habitants de mesurer les progrès qu'ils sont en train d'accomplir sur le chemin du développement durable. Le processus de développement durable implique donc que tous les acteurs, individus, pays, entreprises et collectivités locales agissent ensemble. Ce n'est qu'à cette condition que pourra être réalisé cet enjeu majeur du XXIe siècle.